C'est donc un plaisir pour moi de vous présenter le rapport sur la situation économique au Sénégal. Je vais donc, comme il était indiqué, vous présenter la première partie dédiée au développement macroéconomique récent. Et ma collègue Myriam en ligne vous présentera la seconde partie des développements entrepreneuriales. Pour débuter, je voulais simplement résumer les messages clés du rapport au nombre de 3. Le premier, c'est que le rebond de l'économie qui a été observé en 2021 a été fragilisé par les impacts du conflit en Ukraine. C'est essentiellement l'augmentation des prix qui a affecté les moteurs de la croissance et le pouvoir d'achat des ménages. Le deuxième message clé, c'est que dans le but d'assurer une croissance résiliente et durable, certaines conditions sont requises, dont l'amélioration de la productivité, qui passe par l'adoption de nouvelles technologies. C'est le lien avec la partie 2 de rapport que je présenterai Myriam. Numéro 3, le déficit budgétaire restera détérioré pour une troisième année consécutive. Cela pèsera sur la dette publique et rendra le Sénégal plus vulnérable au risque de dette. Sans plus tarder, je vais donc commencer par le volet sur l'économie réelle et présenter quelques chiffres. La croissance a donc nettement rebondi en 2021 après un ralentissement en 2020. Les dernières estimations font donc état d'un taux de croissance de 6,1% en 2021, ce qui représente 3,3% de croissance de PIB par habitant. Comme vous pouvez le voir, le volet d'offre est essentiellement l'augmentation de la production des extractifs, que vous voyez dans le bloc noir sur l'écran et en haut à droite. Également l'augmentation du secteur tertiaire via les services dans un contexte d'assouplissement des restrictions sanitaires. Le bloc jaune que vous voyez sur le graphique en haut à droite. Le bloc des services qui a représenté une composante importante de la croissance historiquement au Sénégal. Volet demande, c'est essentiellement la reprise de la consommation privée, ce qu'on peut voir dans le bloc rouge du graphique que vous voyez en bas à droite, et la reprise des investissements, ici sur le bloc jaune que vous pouvez voir en l'année 2020. Il faut également noter que pour l'année 2020, c'est essentiellement justement ce bloc jaune, ce bloc des investissements, et notamment la poursuite des investissements publics, qui a permis de soutenir la croissance dans un contexte de ralentissement global. Malgré ces importants taux de croissance, il faut noter que l'écart de PIB par habitant avec des pays comparables ne se réduit pas. Vous pouvez voir ici le Sénégal qui est représenté ici dans la ligne bleue, avec des pays comparateurs que sont la Côte d'Ivoire, représenté en noir, le Cameroun en rouge et le Ghana en jaune. On peut voir donc un développement des taux de croissance assez similaire pour ces quatre pays, avec cette forme en V assez symbolique de la pandémie du Covid en 2020 et la reprise de 2021. Ce qu'on peut voir, c'est que les écarts préexistants sont restés assez constants, avec un bloc qui est représenté par le Sénégal et le Cameroun situé en bas de la courbe, alors que la Côte d'Ivoire et le Ghana se situent à des niveaux plus élevés, des écarts de certains régions au cours des dernières années. En termes de développement un peu plus récent et contemporain, l'année 2020 sera donc symbolisée par un ralentissement. Et toutefois, on a un fort potentiel de croissance à moyen terme. Les dernières estimations pour l'année 2022 font état d'un taux de croissance à 4,8%. Cela représente 2,1% en taux de croissance par habitant. Ce ralentissement est essentiellement expliqué donc, dans les développements, notamment les conséquences du conflit en Ukraine, avec un ralentissement de la demande et des investissements via l'effet de prix. Il sera très légèrement compensé par l'amélioration du secteur des extractifs, comme on l'a vu, un contributeur important de la croissance au Sénégal également. À moyen terme, on note donc des croissances en hausse, avec 8% en 2023 et 10,5% en 2024. Les estimations donc, reposent essentiellement sur la production d'hydrocarbures, qui arriverait donc en vitesse de croisière en 2024. Et également un rebond du secteur des services,
Et là, on compte essentiellement sur le rebond de la chaîne de valeur touristique et des activités commerciales. Ce qu'on peut voir ici, c'est le développement récent de l'inflation. Comme vous pouvez le constater d'ailleurs dans la vie de tous les jours, donc un changement assez impressionnant entre l'année 2020 jusqu'à la période mi-2021 et la suite plus récente. Avec un taux d'inflation qui se situe en moyenne entre 2 et 3% sur l'ensemble de l'année 2020. Et on peut voir que même les restrictions importantes du Covid en avril n'ont entraîné qu'une très légère augmentation, un petit peu supérieure à 3% pour le mois avril 2020. Et cette inflation, donc prise ici en glissement annuel, prise chaque mois, qui a augmenté par palier depuis mi-2021. Avec une première augmentation des produits pétroliers de leurs dérivés fin 2021, et bien sûr les conséquences du conflit en Ukraine qui a entraîné une augmentation et une accélération de l'inflation, avec une dernière mesure pour juillet 2022 et une inflation à 11,3% en glissement annuel, essentiellement portée par l'augmentation des produits alimentaires. Maintenant, je voulais évoquer l'équilibre sur la balance extérieure. Il faut savoir qu'au Sénégal, le compte courant est structurellement déficitaire, mais les développements récents des dernières années montrent qu'il continue de se creuser. Pour rappel, les exportations essentielles au Sénégal sont constituées de minéraux, d'or, de produits chimiques, de produits alimentaires. On note une composante importante des activités de réexportation, notamment vis-à-vis des pays voisins enclavés, notamment le Mali. C'est essentiellement des produits pétroliers, des véhicules, des machines agricoles ou industrielles. Seulement, le creusement du déficit a eu plusieurs raisons et explications différentes au cours des dernières années. Le déficit de la balance commerciale est expliqué en 2020 essentiellement par une chute des exportations, alors que les importations sont restées constantes. En 2021, les importations ont commencé à se renchérir, vis-à-vis notamment de l'augmentation des prix des produits pétroliers stériles. Et en 2022, c'est une combinaison de la poursuite de la hausse de ces importations et également la chute des réexportations, notamment au cours de la première moitié de l'année, des sanctions prises contre le Mali voisin. Je voudrais maintenant vous parler un petit peu du volet budgétaire, en décomposant d'abord le volet dépenses, puis le volet recettes, et ensuite les équilibres au niveau de la balance fiscale. Les dépenses publiques s'étaient donc normalisées, avaient commencé à se normaliser en 2021, mais repartent à la hausse en 2022. L'année 2021 a été marquée par une augmentation significative des dépenses, avec une augmentation à plus de 2,4% en point de pourcentage. C'est un phénomène qui était commun à l'ensemble de la région, au-delà de manière globale, avec évidemment une explication des plans de riposte, des mesures fiscales, des mesures de soutien aux ménages et aux entreprises. Expliquer l'augmentation de ces dépenses. Il faut savoir aussi un élément important, c'est que les dépenses en capital ont été maintenues en soutien à l'économie. On a pu voir le volet formation brute de capital fixe a eu un impact important sur la croissance pour soutenir la croissance dans l'année 2020. Elle a maintenu justement un peu. En 2021, on a observé un début de normalisation avec des dépenses qui s'établissaient à 26 à 25,7%. Environ un point de pourcentage de moins. Et en 2022, elles sont reparties à la hausse, notamment dans un contexte de subvention à l'électricité et aux produits pétroliers. Au niveau des recettes, il faut savoir qu'en 2021, les recettes fiscales n'avaient pas encore retrouvé leur niveau d'avant Covid. Elles avaient chuté de 16,6% à 16,8% en 2020 et elles sont maintenues quasiment au même niveau en 2021. En revanche, les dernières estimations montrent qu'il y aura une bonne résilience des recettes malgré le ralentissement économique en 2022. Et on s'attend à ce que les recettes fiscales retrouvent donc leur niveau d'avant-crise en 2020. À 17,7%. De manière assez mécanique, dans un contexte de ralentissement des recettes et d'augmentation des dépenses, eh bien, le déficit public s'est détérioré.
forme de déficit public ici représenté sur cette courbe rouge, qui a passé la barre des 6% en 2020 et qui est resté au-dessus de la barre des 6% en 2021. Évidemment, donc, le phénomène du creusement du déficit budgétaire est un phénomène régional, en 2020 ou en 2021. Il faut savoir qu'il a été partiellement atténué en 2020 grâce à la mobilisation importante des partenaires techniques et financiers. En 2022, le déficit est estimé à 6,2% du produit intérieur brut. Il faut savoir que c'est 1,5 point de pourcentage de plus que les estimations qui avaient été faites avant le conflit en Ukraine, donc à fin 2021. Évidemment, ce qui le nourrit ici, c'est la réponse fiscale dans un contexte de hausse des prix et des subventions au carburant et à l'électricité. Ces deux graphiques montrent les liens entre le déficit public et l'endettement au Sénégal. Pour commencer, donc, le graphique que vous voyez sur votre droite montre sur la courbe rouge la progression du déficit budgétaire pour les 7 dernières années. Et l'histogramme avec les barres bleues représente l'évolution en termes d'endettement public. Donc, ce qu'on peut voir assez clairement dans ce graphique, c'est que chaque année, finalement, le déficit s'éloigne de l'objectif communautaire des 3%. Et bien, ces années sont associées avec des augmentations d'endettement public assez significatives, notamment le cas pour les 2 dernières années. Et le graphique de gauche vient vous montrer finalement l'ensemble de l'endettement global au Sénégal, avec une augmentation significative entre 2019 et 2021. En 3 ans, il y a eu une augmentation de 10 points de pourcentage d'endettement public, essentiellement porté par l'endettement externe. C'est la courbe rouge que vous pouvez voir, alors que l'endettement domestique intérieur est lui resté plus bas. Et les dernières estimations sont donc établies un taux d'endettement à 75,1% à la fin de l'année 2020. Dans ce contexte, les prévisions font donc état d'une consolidation budgétaire à moyen terme, donc dans un esprit de rejoindre l'objectif communautaire de 3% de déficit public. La stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme sera la clé de cette consolidation fiscale. Comme une stratégie de l'État décline, les structures de 4 piliers essentiels, l'élargissement de cette fiscale, la réduction des exonérations fiscales par l'université, la lutte contre l'évasion fiscale et l'optimisation du fonctionnement des régimes. Et bien entendu, de l'autre côté, la normalisation progressive des dépenses permettra également d'être habitué. Je voudrais conclure cette première partie du dialogue macroéconomie en vous listant un certain nombre de risques qui pourraient nous amener à réaliser dans le cadrage macroéconomique, que ce soit sur le court ou sur le moyen terme. D'une part, il s'agit de l'accroissement des tensions géopolitiques internationales qui amèneraient des tensions supplémentaires sur les prix des produits pétroliers, des dérivés et des denrées alimentaires, qui pourraient également créer des ruptures. Numéro 2, c'est la déstabilisation de pays de la sous-région, avec un accroissement de la menace djihadiste régionale, et également la rupture de liens commerciaux, comme on a pu l'observer lors du premier semestre, et les sanctions prises à l'encontre du Mali voisin. Numéro 3, c'est l'accélération et les conséquences de phénomènes climatiques extrêmes, que ce soit les sécheresses, que ce soit les inondations, comme la dernière tragédie des mois de juillet-août nous l'a rappelé récemment, ou le décalage de la saison des pluies qui aura un impact sur la productivité des secteurs agricoles. Également, on en parle moins aujourd'hui, parce que les chiffres effectivement sont rassurants, mais un nouveau variant Covid-19 va avoir un impact global sur l'économie. Et enfin, les 2 derniers, qui sont primordiaux, sur lesquels je voudrais conclure, ce sont les risques budgétaires. Effectivement, les mesures de soutien ont été prises dans un contexte de faible marge de manœuvre, un déficit public qui était au-delà des 6% depuis les 2 dernières années. Et ces mesures de soutien viennent finalement rendre le Sénégal plus vulnérable à ces risques budgétaires. Et le dernier, c'est l'accès au financement, avec un contexte d'inflation globale qui a entraîné un resserrement des politiques monétaires, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Et ce resserrement pourrait également affecter l'accès au financement des économies émergentes.
Aussi pour la partie dédiée à la macroéconomie, je serais ravi de répondre à quelques questions après la présentation de Myriam concernant le volet numéro 2. Merci beaucoup. Deuxième entrepreneur. Merci Alexandre. Merci Alexandre. Myriam, vous pouvez prendre la main. Merci beaucoup Alexandre. Merci Madame Ba. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. Ok, c'est parfait. Alors bonjour à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter la deuxième partie de ce rapport sur la situation économique au Sénégal, qui est un focus thématique, comme le disait Luc Lecuy précédemment, qui se concentre sur les écosystèmes entrepreneuriaux et la façon dont ils ont été affectés par la pandémie du Covid-19. Alors, vous me direz, la pandémie est derrière nous, mais nous avons jugé utile de vous faire la présentation, car le cadre analytique utilisé pour l'analyse de cette crise est très important et pourra nous servir pour l'analyse de crise suivante. Vous verrez, les résultats sont intéressants et riches d'enseignements qui ont été suivis d'actions. Alors, nous avons 3 messages clés à vous livrer aujourd'hui, suite à ce focus thématique que nous avons effectué. Le premier message clé est que la pandémie du Covid-19 a perturbé le secteur privé par plusieurs canaux. Alors, par plus de canaux que d'habitude, vous le verrez, et encore une fois, ce cadre analytique est important pour analyser les crises actuelles et futures, avec des conséquences potentiellement de long terme sur le secteur privé, ce qui veut dire que notre appui au secteur privé devra peut-être être plus renforcé et plus durable que ce que l'on a fait par le passé. Et à ce titre, je salue la présence de M. Idrissa Diabira, directeur général de la DEPME, avec lequel nous travaillons beaucoup, et vous le verrez plus tard dans la présentation. Deuxième message, l'adoption des technologies numériques, et ça c'est la bonne nouvelle, issue de la crise, est une tendance mondiale qui s'est dégagée et qui a permis aux entreprises de mieux rebondir pendant et suite à la pandémie. Nous le verrons en détail. Voilà. Enfin, comme conclusion, et c'est le message clé numéro 3, c'est que l'adoption des technologies est importante pour la survie des entreprises et pour la reprise économique. Et nous verrons comment nous avons conçu des programmes justement d'appui aux PME suite à cette analyse. Voilà. Si on passe au slide suivant. Alors, si on se concentre sur les canaux par lesquels les entreprises ont été affectées durant la pandémie du Covid, et vous voyez, ils sont nombreux, il y en a 4. Alors, il y a le canal de l'offre. Pendant le confinement, les entreprises sont fermées, pas d'offre. Pas d'offre, ça veut dire qu'il n'y a pas non plus d'offre de produits intermédiaires pour les autres entreprises qui, elles, seraient éventuellement capables de produire. Donc ça, c'est le premier canal. Le canal de la demande, les consommateurs sont confinés, ils consomment moins, la demande en baisse. Troisième canal, accès au financement. Les banques deviennent frileuses parce qu'on est en crise, elles prêtent moins au secteur privé. Et donc ça, on sait qu'il y a un problème structurel de financement de l'économie et du secteur privé dans les banques dans tous les pays, mais en situation de crise, cela s'accentue. Cela aussi a des implications sur le financement des fonds de roulement des entreprises, le paiement des salaires, etc. Donc imaginez des entreprises qui suffoquent, pas d'offres, pas de demande et pas d'accès au financement. Enfin, l'incertitude ambiante fait que plus personne n'investit dans l'avenir, donc plus personne n'investit dans l'amélioration de la productivité. Et donc on prend du retard en matière d'acquisition des technologies, d'amélioration de la productivité, voilà, qui peuvent se ressentir plus tard sur la croissance économique. Voilà, donc les 4 canaux qui sont importants à garder en tête, et c'est un cadre analytique qui nous permet d'analyser les crises actuelles et futures. Voilà. Les tendances mondiales qui se sont dégagées pendant cette pandémie sont les suivantes. 1, la numérisation, donc c'est encore une fois la bonne nouvelle sur laquelle nous allons nous pencher, et la perturbation des chaînes de valeur mondiales, et ça c'est quelque chose que nous ressentons encore aujourd'hui, suite à la pandémie, mais aussi suite aux chocs qui s'en sont suivis. Si on passe au slide suivant. Merci. Alors, donc comme nous le disions, évidemment, la pandémie du Covid-19 a eu un impact négatif sur l'économie réelle. Alors, nous l'avons vu et mesuré de façon granulaire via 2 vagues d'enquêtes entreprises qu'on appelle les Business Pulse Survey, qui ont été effectuées en avril 2020 et en décembre 2020. Alors, la bonne nouvelle, c'est que nous avons une 3e vague d'enquêtes qui est en cours et qui permettra de mesurer les effets de la pandémie, mais d'autres chocs sur le secteur privé et les entreprises. Alors, 90% des entreprises ont connu une baisse de leurs ventes en avril 2020.
Cela a baissé à 76% en décembre 2020 suite au relâchement des contraintes en matière de confinement. Mais vous voyez, le chiffre est assez important. Voilà, vous avez les graphes qui détaillent les différents effets. En moyenne, 53%, les ventes avaient baissé de 53% pour les entreprises, avec un redressement pendant la deuxième vague. Et vous voyez la différenciation sectorielle sur le graphe. Évidemment, l'agriculture a mieux rebondi que les autres secteurs, parce que l'alimentation est une demande qui n'est pas très élastique, et donc les gens continuent à consommer. Pour tout ce qui est industrie, commerce de détail et services, la situation est différente, et vous voyez que le rebond a été moins important. Alors, en termes de perturbation de chaîne d'approvisionnement, on en parlait tout à l'heure, certaines entreprises ou parties du monde sont confinées, elles ne produisent plus, donc elles n'alimentent plus les autres entreprises en intrants nécessaires à la production. Donc c'est un peu l'effet en chaîne ou en cascade. Donc environ 30% des entreprises de la deuxième vague, donc en décembre 2020, ont annulé des commandes en raison d'un manque d'intrants, avec un impact plus important sur les services. On a constaté, alors notamment du fait du manque de technologie numérique qui affecte plus les services que l'industrie ou l'agriculture. Donc voilà pour les chiffres pour le Sénégal. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'en réponse à la crise, les entreprises ont adopté les technologies numériques à un rythme sans précédent. Donc, une statistique intéressante, environ 31% des entreprises de 5 employés ou plus ont commencé à utiliser ou ont augmenté leur utilisation des technologies numériques en réponse au Covid-19. Typiquement, je numérise mes ventes, je passe au e-commerce, je numérise mes approvisionnements, je numérise mes interactions avec mes clients, mon service client, mais aussi je numérise les interactions entre les employés quand cela est possible. Voilà. Donc, ce sont les différents canaux de numérisation qui ont été déployés par les entreprises. Alors, la bonne nouvelle aussi, c'est que ce sont les entreprises qui ont adopté des technologies numériques au début du choc, du Covid-19, qui ont bénéficié d'une reprise plus rapide. Voilà. Et là, on en tire des enseignements en matière de résilience des entreprises au choc suite à la digitalisation de leurs opérations. Alors, dans ce cadre, il est important, évidemment, d'encourager la digitalisation, mais aussi de comprendre quels seraient les obstacles à plus de numérisation et digitalisation des fonctions des entreprises. Donc, nous avons mené une enquête qui nous a permis d'identifier les obstacles suivants. Donc, on va en citer les 3 premiers. Le premier, c'est le manque de connaissances ou de capacités des entreprises. Donc là, il s'agit d'assistance technique, de connaissance des technologies, d'aide à leur adoption et à leur intégration dans les opérations des entreprises. Second, l'accès au financement classique, obstacle donc classique que rencontrent les entreprises. Mais quand il s'agit d'adopter les technologies, en général, on investit dans de nouvelles infrastructures numériques ou autres technologiques. Et ce bond technologique et donc ce besoin de financement n'est pas forcément suivi par les banques parce qu'il faut un business plan solide. En lien avec ce point-là, le troisième obstacle, ce qui est évoqué par les entreprises, c'est l'étroitesse du marché. L'étroitesse du marché, ça veut dire que aujourd'hui, le marché sur lequel je vends mes produits n'est pas assez lucratif pour justifier des investissements en technologie ou en accroissement de ma productivité. Et ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il est important d'aider les entreprises à accéder à des marchés donc plus lucratifs, plus larges, plus rémunérateurs, pour que les revenus justifient l'investissement dans la technologie. Alors, comme c'est l'œuf et la poule, il faut que le financement précède donc l'accès à ce marché. Mais il y a quand même toute une série de mesures à mettre en place pour que nos entreprises puissent accéder à des marchés lucratifs. Typiquement, l'export est un canal d'amélioration des revenus générés par le marché et d'accroissement des volumes de vente. Donc voilà pour les 3 obstacles qui nous ont permis de concevoir avec le gouvernement du Sénégal et les différentes agences que nous allons citer plus tard, le fameux programme ETHER, Emploi, Transformation économique et Relance. Nous évoquions donc la facilitation de l'adoption de la technologie pour améliorer la productivité et la compétitivité du secteur privé. Donc ça, c'est une recommandation évidente qui découle de l'analyse, vous l'aurez vu. Seconde recommandation, rétablir et améliorer les flux de crédit pour stimuler l'investissement. Une autre recommandation évidente qui découle de l'analyse. Et enfin, réactiver les flux commerciaux
et participer et aider les entreprises à participer aux chaînes de valeur, notamment via l'export. Et nous avions exposé pourquoi il fallait aller vers l'export pour justement remédier à ce qu'on appelle l'étroitesse du marché. Alors, toutes ces analyses et ces recommandations ont été consignées dans un livre que nous avons lancé en mai 2022, et certains d'entre vous ont pu assister au lancement. Donc ce livre comprend une analyse robuste des opportunités et des défis de l'économie numérique au Sénégal. Et cette analyse, comme nous le disions, a informé le design d'une opération Banque mondiale qu'on appelle le projet Ether, qui vient en soutien justement au programme gouvernemental destiné à améliorer la relance économique post-Covid. Donc, ce programme s'intitule « Programme d'accélération de la compétitivité et de l'emploi ». Alors, comme vous le voyez sur ce diagramme suivant, vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez? Laurent, Allez-y, Mariam. Oui. On t'entend bien. Vous m'entendez aussi maintenant? Oui. Oui, Mariam. Okay. Je pense que allez-y. Merci beaucoup. Je suis revenue en ligne pleinement, je pense. Et vous devez me voir. OK. Donc, nous en étions, et désolé pour ces problèmes de connexion, donc nous en étions au programme Ether qui a 4 composantes. Donc, une composante qui se focalise sur l'accès au marché. Et qui permet aux PME d'accéder au marché export. Une deuxième composante qui encourage l'accès au financement, que ce soit l'accès à de la dette ou de l'accès à des participations. Donc là, nous avons 2 canaux, des garanties qui sont procurées par le FONGIP, le fonds de garantie, et un fonds public-privé de financement des PME qui investit dans les PME à haut potentiel et qui est logé au fonds 6. Troisième composante, donc c'est la fameuse composante d'adoption des technologies que nous mettons en œuvre avec l'ADE PME ici présent. Donc il s'agit du fonds à frais partagés pour subventionner l'accès aux technologies, quelles qu'elles soient numériques ou plutôt sectorielles. On peut penser à l'irrigation en agriculture ou à d'autres types de technologies. Enfin, une composante plus macro, qui permet de mieux développer les partenariats publics-privés parce que l'infrastructure est un élément catalytique dans tout développement économique et donc nous avions considéré qu'il nous fallait une composante macro qui encourage les partenariats publics-privés et certains d'entre vous dans cette salle aussi contribuent à cette composante. Donc voilà pour le programme Ether. Je reviens juste sur la composante accès au marché, compétitivité et chaîne de valeur, qui elle est hébergée au ministère de l'économie, du plan et de la coopération, et qui se focalise sur les aspects sectoriels. D'ailleurs, vous le voyez, on a une vision matricielle dans ce projet, donc tous les aspects horizontaux et thématiques, mais aussi il y a les aspects verticaux et sectoriels. Et donc c'est cette composante qui est un peu la composante chapeau du programme et qui permet de couvrir des secteurs ou ce qu'on appelle des chaînes de valeur prioritaires qui ont été identifiées cette année et d'autres seront identifiées les années suivantes pour être appuyées en ayant recours aux instruments de financement du programme que nous avons déjà mentionnés. Voilà. Alors note, ce programme bénéficie aussi d'un cofinancement, notamment de la Banque africaine, sur un programme qui est similaire. Voilà. Donc, nous avions expliqué un peu l'approche matricielle de ce programme, sectoriel et thématique, mais on voulait mettre l'accent aussi sur une approche spatiale ou territoriale, donc qui est aussi issue de l'analyse que nous avons effectuée dans ce focus thématique et qui permet de repérer les écosystèmes entrepreneuriaux par secteur. Voilà. Donc, ces modèles d'agglomération des entreprises sont importants parce qu'ils peuvent permettre d'identifier les écosystèmes stratégiques où il faut investir. Voilà, comme ça, on ne disperse pas nos aides, nos financements, nos subventions, etc. Quand je dis nos, c'est en tant que gouvernement, en tant que ministère ou agence, on peut se concentrer sur les écosystèmes qui existent. Alors, vous avez un code couleur ici, donc les monosecteurs et les multisecteurs.
monoqualité et multiqualité, donc c'est un gradient de qualité des produits. Donc c'est une analyse novatrice qui a été effectuée dans le cadre de ce focus thématique et du livre qui a été mentionné et qui couvre plusieurs secteurs. Donc là, on a mis la carte la plus dense, celle de l'agriculture et de l'agribusiness. Mais si on passe au slide suivant, vous avez la carte des écosystèmes digitaux qui est aussi importante parce que justement le digital est un catalyseur du développement de la productivité d'autres secteurs. Donc il est aussi important de repérer les écosystèmes entrepreneuriaux en matière de digital. Voilà. Et sur cette note géographique, je vous remercie pour votre attention et serai ravie de prendre vos questions plus tard. Voilà. Merci beaucoup. Et désolé pour le problème de connexion. Merci beaucoup, Myriam.